parti. Bonsoir tout le monde, et puis bienvenue à cette conférence sur la foudre et ses dangers. Et puis avant de commencer, en fait, je vais introduire notre principal interlocuteur ce soir, qui est Yves Savoie-Pesson, que vous voyez à l'écran. Voilà, donc Yves, comme moi, en fait, est physicien. On est tous les deux enseignants-chercheurs et on est spécialistes de la physique des plasmas. Alors, c'est pas anodin par rapport à la conférence de ce soir, parce qu'en tant que physicien des plasmas, on a un intérêt naturel pour la foudre, qui est en fait un plasma un peu particulier et assez différent de ceux qu'on a l'habitude d'étudier. Mais comme les plasmas sur lesquels nous on se concentre d'habitude, il fait intervenir des électrons libres qui sont issus d'un processus d'ionisation des gaz. Et au-delà de son travail, Yves est aussi un montagnard aguerri qui a fait beaucoup d'ascensions remarquées, notamment dans l'Oisans, je crois, dans le massif du Mont Blanc, entre autres. Et donc, avec sa grande carrière d'alpiniste, il a aussi, je suis certain, essuyé plusieurs orages. Et donc son approche de la foudre est à la fois de la théorie et de la pratique, parce que il a une certaine expérience du phénomène. Euh, alors, il n'est pas seulement un montagnard dans la pratique, mais aussi, il a également exercé des responsabilités dans le monde de la montagne. D'abord au niveau du GHM, du groupe de haute montagne, où il était membre et où il est toujours membre d'ailleurs, il est un ancien président. Et ça nous concerne plus ce soir au niveau du comité scientifique du CAF, de la Fédération des clubs alpins et de montagne. En fait, tout le monde ne sait pas forcément que la FFCAM a un comité scientifique dont Yves est non seulement membre depuis très longtemps, mais ancien président. Et un des rôles de ce comité scientifique, c'est de sensibiliser les gens sur les aléas de la montagne, avec une approche scientifique, quand c'est possible. D'où, en fait, cette idée de faire une conférence sur la foudre. Et alors, c'est important de noter aussi que l'initiative de ce travail sur la foudre, en fait, est venue d'un de nos collègues au niveau du comité scientifique, qui est aussi un ancien président, Jacques Malboz. En fait, nous a quittés il y a pas très longtemps, malheureusement, qui a eu beaucoup d'impact au niveau du CAF et du comité scientifique, et qui était passionné de la foudre, sur la foudre, et qui a aussi contribué à communiquer à propos de la foudre et de ses dangers. Il a d'ailleurs organisé, comme vous le voyez à l'écran, un congrès dédié à la foudre à Chamonix il y a maintenant un certain temps. Et ça, c'est plus d'actualité. Il avait créé une plaquette, donc une plaquette d'un petit fascicule sur la foudre et ses dangers, en particulier en montagne. Voilà, donc c'est son travail qui a initié un peu cette idée de faire une conférence sur la foudre. Euh, voilà, donc ça c'est l'introduction. Et pour commencer la conférence, on va essayer de répondre à une question qu'on va poser à Yves en fait. Et qu'est-ce que la foudre? Yves, je te passe la parole. Merci Johan pour cette belle introduction et puis très complète. Alors, je voudrais renvoyer la balle à Johan qui est un remarquable physicien des plasmas avec qui j'ai travaillé de nombreuses années et que je travaille toujours. Et c'est toujours un plaisir d'avoir des aventures ensemble, qu'elles soient en montagne ou qu'elles soient en sciences physiques. Alors la foudre, qu'est-ce que c'est? Finalement, c'est une décharge électrique soudaine, hein, en général, ça prévient un petit peu, mais pas longtemps avant qu'elle n'intervienne, et qui prend la forme d'une gigantesque étincelle entre deux régions chargées électriquement. Voilà, ça c'est la définition de base, on va dire quasi universelle. C'est un tube de courant qui est donc dans l'air et les charges s'écoulent par ce tube parce qu'elles se sont accumulées à divers endroits de nuages en fait et le nuage ne peut pas contenir des accumulations de charges indéfiniment et donc elles doivent s'écouler pour en fait, comme on dit, réduire le potentiel. Alors, c'est un Ouais. phénomène qui est universel, hein, juste pour revenir, universel qui est pas spécifique à la Terre. Donc, on l'a vu sur d'autres planètes et en particulier, on l'a vu sur Jupiter, Saturne, Neptune.
et même Uranus. Donc vraiment, c'est un phénomène qui est bien plus large que la question terrestre. Alors comment ça se produit? Donc il faut, pour qu'on ait un éclair, il faut qu'il y ait un champ électrique important à l'intérieur du nuage, qui est en fait la manifestation d'un changement de répartition des charges dans le nuage. On voit sur le dessin à droite des charges positives à très haute altitude, le niveau 0 degré qui sépare en plus haute altitude ce qui gèle, hein, donc ou ce qui a un mélange de neige et d'eau et de glace, et en dessous ce qui est de l'eau et avec des charges négatives. Et la différence entre des charges plus et des charges moins, vous pouvez faire l'expérience vous-même avec une règle en plexiglas, hein, vous frottez, eh bien vous avez des accumulations de charges qui apparaissent. Et puis dans un cas, ça va tirer une feuille, par exemple, de papier, et dans l'autre cas, ça va la repousser. C'est juste le jeu des charges électriques. Hein. Donc, Donc, il faut qu'il y ait une euh, électrification de l'air. Voilà. dans le schéma que tu montres là, donc en fait, c'est l'existence de charges à la base du nuage qui attire, qui concentre les charges positives au niveau du sol. Est-ce que c'est une Oui, alors réaction au il peut y nuage? avoir des variations, mais la structure que l'on voit ici sur ce diagramme, qui est une structure tripolaire, est quand même la plus générale. On reviendra sur, je dirais, les raisons qui font qu'elle existe, mais ce qui est sûr, c'est que cette structure tripolaire explique deux choses. C'est l'existence d'éclairs, donc de foudres, qui vont taper le sol, hein, directement avec, on voit les effets de pointe qu'on discutera pour les arbres et les clochers, par exemple. C'est pour ça que les clochers souffrent dans les orages très, je dirais, électrogènes, mais également des éclairs dans le nuage lui-même, puisqu'en fait, il y a aussi une polarisation du nuage à haute altitude qui ne concerne pas le sol. Donc, il y a des éclairs de deux types, ceux qui touchent le sol et ceux qui sont intra-nuages et qui restent là-haut. Évidemment, ceux qui nous concernent vraiment, c'est ceux qui viennent toucher le sol, parce que c'est eux qui présentent un danger réel pour les alpinistes et les randonneurs. D'accord. Mais alors, comment ça se fait qu'il y ait cette séparation de charges au niveau Alors, des là, nuages? pour voir la séparation de charges, donc déjà, il faut qu'il y ait un mouvement préalable à l'existence de la flotte, c'est-à-dire qu'il faut une convection verticale. Et puis, il y a une succession de mécanismes qui sont pas très bien connus, hein, qui sont liés à la constitution du nuage, la nature du milieu, qui est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. C'est pas simplement de la vapeur d'eau qui apparaît. Alors, pour comprendre un petit peu, mais vraiment avec une grande simplification, l'air, en s'élevant, du fait de la diminution progressive de pression, il tend à se détendre et il se refroidit. C'est le principe même, par exemple, de la climatisation, par exemple. Hein. Le point de rosée, qui est le point de condensation de l'eau, donc finit par atteindre la température de l'environnement, et c'est à ce moment-là qu'un nuage se forme. Donc, la mécanique du nuage est assez facile à comprendre. Ceci dit, ce qui devient complexe, c'est que dans le nuage, il y a des poussières, mais il y a également des cristaux de glace, des gouttelettes surfondues, des gouttelettes de ce qu'on appelle des gros pelles, c'est-à-dire de la neige roulée, qui a différentes propriétés et de propriétés de densité. Et puis en bas du nuage, par un effet de température, on le voit en dessous du niveau 4 à droite, donc vers à peu près 3000, 4000 mètres d'altitude, eh bien, il y a des gouttelettes de pluie qui commencent à arriver et qui commencent à tomber. Évidemment, tout ça est possible parce qu'en fait, il y a des mouvements de convection qui vont pousser le nuage je dirais vers le haut, hein, jusqu'à une limite qui peut pas dépasser et qui fait qu'il a une forme d'enclume, on y reviendra, et qui est un mécanisme très général à ce niveau-là. Donc, Donc, on voit en fait, ouais, oui. on voit en fait que la composition d'un cumulonimbus est en fait relativement complexe avec plusieurs étages, plusieurs types de particules. Ah oui, Est-ce que c'est cette composition qui est en fait à l'origine de l'électrification du nuage? oui, c'est la différence entre les différents types, je dirais, d'éléments constitutifs du nuage
qui vont causer des effets de friction relative. Et quand on frotte, comme je vous disais il y a quelques minutes, avec une petite règle en plexiglas, eh bien, on fait apparaître des charges électriques. Et évidemment, ces charges, elles peuvent suivre ou pas des cristaux, de la neige roulée, etc. Et donc, suivant la densité de ces matériaux, les charges tombent ou montent. Hein. Et donc, il y en a, comme les cristaux de glace sont en quasi-suspension, donc eux, ils voient un mouvement relatif à ce niveau-là. Et c'est cette différence entre les mouvements qui crée, je dirais, une tendance à l'accumulation de charges à différents niveaux, c'est-à-dire le plus en haut, le moins au milieu et le plus en bas. Voilà, typiquement. Donc il y a ce qu'on appelle aussi les chocs inductifs qui renforcent le mécanisme précédent. Une chose est certaine, c'est que mécaniquement parlant, la convection verticale favorise cette séparation et donc quand un nuage a un très faible développement vertical, par exemple les nuages de bord de mer qui arrivent avec un vent d'ouest, eh bien, en règle générale, il y a très très peu d'électrification de l'air qui est susceptible de donner, je dirais, l'apparition d'un éclair, donc de la foudre. Voilà. D'accord. Et donc, quand on voit la dynamique d'un orage, on voit que c'est quand même très complexe et très puissant. On comprend bien que les avions essayent d'éviter les cumulolanabus. Est-ce que la foudre représente un danger pour les avions, au passage? Non, elle ne représente pas un danger majeur pour les avions. Enfin, il n'est pas recommandé pour un avion de rentrer dans un nuage, surtout pour la question de la turbulence. Donc, parce qu'il faut voir que là, c'est indiqué de manière très schématique, mais le cœur du nuage a tendance à monter. Il y a des mouvements de montée-descente, et puis le bord, en général, ça redescend. Donc, un avion, quand il va rentrer horizontalement, va avoir des mouvements verticaux très différents, suivant la position qu'il a par rapport au nuage, et donc ça va secouer un maximum. Donc, ça va être très inconfortable pour les passagers et même pour les pilotes. Voilà. Sur le plan électrique, c'est moins critique dans la mesure où l'avion est électriquement, ce qu'on appelle une isopotentielle, c'est-à-dire que toute la carcasse, la carlingue est au même potentiel électrique, donc il n'y a pas c'est une cage de Faraday, en d'autres termes. Donc de ce côté-là, c'est plutôt rassurant. Mais pour traverser un nuage de très haute altitude, par exemple, chaque fois qu'on fait un vol qui traverse l'équateur, il y a des nuages très très hauts et qui sont en général qui se développent jusqu'à 15 000 mètres d'altitude. Or, le niveau de vol des avions, c'est 11 000. Donc, ils seraient susceptibles de passer à travers des nuages d'orage qui sont quasi permanents. Hein, au niveau de l'équateur. Et c'était une des sources du fameux accident d'Air France il y a quelques années où je crois que c'était un Airbus qui a disparu complètement parce que ça a fait geler les sondes de vitesse et ils ont décroché. Voilà. Mais donc, ce qui veut dire que les avions, quand par exemple ils traversent l'équateur, ils vont de l'hémisphère nord ou l'hémisphère sud ou vice versa, ils regardent énormément les turbulences et ils les évitent. Voilà. Sous nos latitudes, c'est beaucoup moins critique parce qu'on a tendance à voler au-dessus du sommet du nuage. Voilà. Parce que c'est à peu près, sous nos latitudes, c'est 11 000 mètres et c'est à la hauteur de vol des avions. Donc pour les avions, c'est moins critique. Voilà. D'accord, ouais, c'est intéressant. Je crois que c'était le vol de Rio, hein, c'est ça dont tu Oui, c'est parlais. le vol de Rio. Dans Euh, lequel, entre patraises, j'ai deux mathématiciens qui revenaient d'un congrès que je connaissais, qui étaient de Nancy, qui sont décédés. Triste. ouais, Voilà. tout à fait. Ouais. Non, ça avait fait beaucoup de news à l'époque. Donc on voit bien que c'est une dynamique très complexe au niveau du nuage. Alors, ces charges qui sont nécessaires pour la foudre, elles s'organisent comment finalement? Alors, elle s'organise comme l'indique le diagramme, qui est très schématique, hein, encore une fois. Donc, une zone située à la base du nuage qui est chargée positivement de quelques coulombs.
c'est une unité de charge électrique. Donc, pour vous donner une idée, un électron, c'est 1,6 10-19 coulombs. 10-19, c'est de milliardième de coulomb. Voilà. Donc, des coulombs, c'est très puissant, c'est très fort. Ça engendre des forces très, très importantes. Voilà. Donc, il y a beaucoup de charges qui s'accumulent. C'est ce que ça veut dire. Une zone centrale du nuage qui est typiquement vers 5 km d'altitude, hein, mais elle peut varier un petit peu, qui est chargée négativement et épaisse de quelques centaines de mètres au plus. Voilà, c'est ce qui sépare le nuage en trois couches. Et le haut du nuage qui est situé à une altitude pouvant atteindre 10-12 km sous nos latitudes, 15 km au niveau de l'équateur, chargée, elle, positivement. Et on comprendra pourquoi elle est chargée positivement, parce qu'en fait, c'est relié à l'ionosphère en haut, et le bombardement du rayonnement solaire qui a tendance à ioniser les atomes, et donc on a plutôt des charges positives, donc des atomes qui perdent des électrons. Voilà. Voilà. Donc, Donc, là, vous avez une répartition, c'est un diagramme qui est très connu. Hein. Donc, la troposphère, c'est à peu près l'altitude à laquelle volent les avions. Hein. Donc, on le voit bien, c'est à peu près 11 km, comme je vous l'indique, sous nos latitudes, plus dans d'autres à plus basse latitude. Et puis ensuite, on est dans la stratosphère. Hein, on voit des nuages un petit peu, des ballons météo. Là, c'est une zone intermédiaire. Et ce qui est très frappant, et c'est ça qui va causer la forme des nuages d'orage, c'est de forme d'enclume qui est très connue. Hein, c'est qu'en fait, au fur et à mesure qu'on monte, la température baisse. Et puis, à partir de 11 km, la température, de manière assez surprenante, remonte. Et remonte, on passe de moins 55 degrés à peu près à moins 3 degrés, ce qui est considérable. Hein. Et elle remonte, en fait, c'est parce qu'il y a la création de l'ozone. Hein, qui réchauffe l'atmosphère en quelque sorte. Ensuite, il y a la mésosphère, hein, où il peut y avoir des météorites, et puis ensuite on a la thermosphère et l'exosphère. Donc l'ionosphère, quand on regarde en altitude, c'est le haut de la stratosphère, hein, l'ionosphère. Typiquement, c'est 50-60 km d'altitude, et on est sur comment dire, une couche qui est ionisée par les UV solaires. Hein, ça, c'est ça qui est important. Et donc, le rôle du soleil est absolument fondamental. Et vous verrez l'impact que ça a sur le nombre d'éclairs qu'on peut calculer, hein, qui tombent sur Terre. Hein. Et cette couche, qui est donc à peu près donc à la transition entre la stratosphère et la mésosphère, est une très bonne conductrice d'électricité. Et elle est chargée positivement parce que ce sont les quelques rares atomes qui sont là-haut, qui sont fracassés par des particules très rapides et ils perdent des électrons et donc ils prennent une charge positive, sachant qu'un atome à la base, c'est neutre. Voilà. Donc les nuages ne dépassent jamais la troposphère, hein, et en raison donc de l'inversion du gradient de température. Donc c'est quelque chose qu'il faut garder en mémoire. Alors vous voyez, les développements verticaux, il n'y en a pas 36 000. Hein. C'est les gros cumulonimbus, hein, qui montent verticalement. Il peut y avoir des nuages à différentes altitudes, mais leur développement vertical étant faible, ben, ils n'induisent pas forcément des phénomènes électriques. Voilà. d'accord. Donc en fait là, on voit que cette ionosphère est chargée sous l'action des UV solaires, mais ça c'est quelque chose qui est permanent. Les charges s'accumulent. Comment est-ce qu'on arrive finalement à un état stable si on a une source constante d'ionisation? Alors, ça, effectivement, c'est une question fondamentale. Et si on ne, je dirais, s'il ne se passait rien, évidemment, il y aurait une accumulation de charges absolument considérable au niveau de l'ionosphère. Imaginons que le sol ne soit pas plus chargé que ça ferait un champ électrique entre l'électrosphère, donc l'ionosphère, et le sol, qui serait monstrueux. Aucune vie ne serait possible. Donc, il faut bien garder à l'esprit que les éclairs, c'est la source de vie. Sans les éclairs, la vie n'existerait pas sur Terre. Ce ne serait pas possible. Alors, on peut calculer beaucoup de choses, hein, et ce qu'il faut voir, c'est que la Terre, c'est un gigantesque condensateur électrique.
Voilà. Donc ça simplifie la vision des choses, hein, avec une alimentation permanente, avec le vent solaire qui vient taper la haute atmosphère terrestre, la charger électriquement, et typiquement ce qu'il faut voir, c'est que l'air, l'atmosphère a comment dire, est un très bon isolant. Voilà, est un très bon isolant. Donc la différence de tension entre l'électrosphère et le sol, bah, c'est 6,5 mégavolt. Donc la tension de claquage de l'air sec étant de 3 mégavolt, bah, il y a un très faible courant de fuite qui peut s'établir. Et ce courant de fuite, c'est le courant, c'est la source des éclairs, c'est la source de la foudre. Donc ça peut paraître surprenant qu'on voit des gros chiffres et puis à la fin on voit des éclairs puissants et qu'on puisse les calculer, mais c'est très précis. Donc la densité de charge dans l'ionosphère restant constante, il y a un flux constant venant du Soleil et il y a une décharge constante sur la Terre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un nombre constant d'éclairs sur Terre. Et ce nombre constant d'éclairs sur Terre, on peut le calculer. Donc, je ne vous détaillerai pas le calcul, mais si vous voulez, je pourrais vous le donner. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre l'électrosphère et le sol, le champ électrique est de 130 volts par mètre. Voilà. Donc, et on peut calculer tout ça parce que le courant total permanent qui correspond à la variation de charge dans l'électrosphère, hein, donc le courant qui part de l'électrosphère et qui tombe sur le sol, c'est à peu près 1800 ampères. 1800 ampères pour toute la Terre. Hein, c'est extraordinaire. Donc chaque coup de foudre transportant une charge électrique à peu près de 20 coulombs, on va dire, hein, il y a donc à chaque instant 90 éclairs par seconde sur Terre. Voilà, c'est ça la beauté de la science, c'est qu'elle est capable, elle a compris les structures de l'atmosphère, où est la source de charge et comment ces charges doivent s'évacuer. Et parce que la différence de tension entre l'électrosphère et le sol est supérieure à la tension de claquage de l'air. Si ça avait été inférieur, on aurait eu un phénomène totalement inverse, un blocage en quelque sorte, avec une accumulation du champ électrique. Bon, et à un moment donné, il y aurait eu des claquages qui seraient intervenus, c'est certain. Mais une chose est sûre, il faut bien garder ça en vue. Les éclairs, c'est grâce à eux que la vie peut exister. Sinon, on aurait une telle accumulation de charges qu'on aurait plus que les cheveux qui se dressent sur la tête. Voilà. Ah, merci, ouais, c'est très intéressant comme explication. Alors, bon, on voit que pour maintenir constant le niveau de charge dans l'ionosphère, il faut donc évacuer des charges vers le sol. Mais cette répartition qui est constante dans le temps à l'échelle de la Terre, elle n'est pas uniforme. Elle varie suivant les régions et puis peut-être suivant les saisons aussi. Alors, ça, c'est tout à fait exact, et elle varie notablement. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que ce qui est très intéressant, c'est qu'on part sur la base. On connaît l'électrosphère, on connaît la différence de tension entre le sol et l'électrosphère. On peut en déduire à partir de la tension de claquage qu'il y a 90 éclairs par seconde sur Terre en permanence. Et comme on va dire qu'il y a un coup de foudre toutes les 10 secondes dans un orage, ça veut dire qu'il y a à peu près 1000 à 2000 orages permanents sur Terre. Voilà. Donc, quand on voit un orage, on fait partie de ce groupe des 1000 orages sur Terre, à plus ou moins 1000. Évidemment, c'est fluctuant. Donc, la foudre, elle tombe à peu près, une fois qu'on connaît tout ça, 2,8 milliards de fois par an. Donc, c'est beaucoup. Hein, c'est beaucoup. Et la répartition est très inégale. Alors, ça, il y a un maximum qui est vers l'équateur. On le voit ici, hein, en particulier à peu près dans ces zones-là, hein, ici. Hein. Et c'est certainement lié à la hauteur des nuages qui sont concernés, qui montent beaucoup plus haut que le 11 000 mètres. Alors le record absolu, hein, c'est le lac Maracaibo, hein, au Venezuela, où on a 233 impacts par kilomètre carré et par an au niveau de ce lac. Donc c'est un spectacle sans lumière garanti, quasi permanent. Voilà.
Mais Ça représente. après, il y a des régions évidemment où il y aura peu de développements verticaux, hein, ne serait-ce que parce que l'éclairement solaire n'arrive pas perpendiculairement à la surface du sol et vers les pôles, par exemple, c'est tangent. Il fait froid, il y a des nuages, mais les nuages n'ont pas de développement vertical important et donc il y a très peu d'éclairs. Voilà. Il peut y en avoir quelques-uns, mais ils sont très rares. Voilà. En fait, au lac Maracaibo, ça fait plus d'un impact par hectare et par an. Oui, C'est quand bien même sûr. énorme, quoi. C'est absolument énorme. Absolument énorme. Donc, ça a des conséquences très certainement au niveau économique pour la région parce qu'elle se doit se prémunir je dirais, d'un véritable, je dirais, fléau naturel qu'on voit pas comme ça, mais qui ont fini par vivre quand on reste sur place. Alors, Et cette disparité, on retrouve en France aussi une grande disparité. Donc, c'est pas quelque chose qui est spécifique au globe. Hein. Donc, ça va pas vous surprendre, c'est la région sud-est qui est la plus touchée, hein, et 5 fois plus d'impact qu'en Bretagne. Bah, pourquoi? Parce que les vents d'ouest cassent le développement nuageux vertical, et donc il y a beaucoup moins d'orages qu'en Provence, par exemple, où on voit les nuages monter et très fort ou dans les Hautes-Alpes. Vous voyez, il y a quelques jours, c'était pour la fête de la musique, à Embrun, il y a eu un orage supercellulaire, c'est-à-dire vraiment qui s'est développé massivement, et en plus, il bougeait pas. Donc là, vraiment, c'était le cas le pire. Et il y a eu des grêlons parce que c'était là, justement la glace et toute la, on va dire les composants du nuage pouvaient faire plein de cycles avant de tomber, vu que le nuage bougeait pas. Donc des énormes grêlons qui faisaient plusieurs centimètres de diamètre, des phénomènes électriques énormes, voilà. Mais néanmoins, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas la foudre n'est pas une source majeure de décès en France. Il n'y a que 10 décès par an et 170 blessés par an en France à cause de la foudre. Donc ça reste quand même quelque chose de mineur, même si c'est peut-être amplifié par le côté spectaculaire du phénomène naturel. Voilà. Donc c'est pas, je dirais, le risque de mourir d'une électrocution de la foudre est faible. Ceci dit, je vous donnerai quelques indications en fin d'exposé pour se prémunir justement d'un risque dans des situations où on serait un peu piégé. Les animaux souffrent de la foudre qui tombe au sol. Et en fait, c'est parce qu'ils ont 4 pattes. Voilà. Et les 4 pattes, pour eux, c'est un véritable un point de faiblesse. Voilà. Donc 170 blessés par an. Il faut quand même garder à l'esprit que sur les blessés par an, il y a des gens qui ont des brûlures qui peuvent être plus ou moins graves quand même. Il y a moi j'ai un compagnon de cordée qui s'est fait attraper sous le couleur chaud au Pelvoux, mais c'était dans la partie basse, hein, c'était pas dans la partie raide, et qui a perdu la mémoire, et ça a mis plusieurs jours à revenir, il savait plus comment il s'appelait, et il n'avait pas de traces physiques, mais sa tête avait un petit peu disjoncté. Voilà. Donc les 170 blessés, il doit y avoir, là je pense que on a Alice avec nous qui est du comité scientifique également qui est médecin, et nous en dira plus peut-être à la fin dans les échanges sur quels blessés voit-elle dans les hôpitaux. Mais en tout cas, par exemple, mon compagnon, qui est un très bon ingénieur de recherche au commissariat d'énergie atomique, il est resté pratiquement une semaine sans savoir comment il s'appelait. Donc, ça se coud quand même. Hein. Donc, c'est pas rien. Voilà. Mais ça reste, à ramener à la population, ça reste un faible effet. Voilà. Donc, 5 fois plus, à peu près, d'impact dans la région sud-est que dans la région Bretagne et autres. Ouais. Alors, en ce moment, on parle beaucoup du réchauffement climatique, surtout cette semaine. Mais là, d'après ce que tu nous racontes, finalement, la source initiale des charges, c'est le rayonnement solaire. Donc, est-ce que le réchauffement climatique a un impact sur finalement la foudre et ses effets? Alors, pour
tout dire, quand je me suis posé la question, parce que je me suis dit que j'étais certain que quelqu'un me la poserait vu le contexte actuel, et c'était bien légitime, en y réfléchissant bien par rapport justement à la façon dont les éclairs, d'où ils viennent, à partir de l'ionosphère, et ensuite, et l'ionosphère est bien au-delà de la zone d'accumulation du CO2 et autres, je me suis dit, en tant que simple physicien, bien que ça ne devait pas beaucoup bouger avec le réchauffement climatique. Et j'ai mis du temps à trouver la figure que je voulais, et c'est Météo France qui me l'a donné. Donc, effectivement, le nombre d'éclairs nuages-sol entre 1990 et 2022, donc sur 25 ans à peu près, eh ben, il bouge pas. Il fluctue. C'est normal. Il fluctue, c'est normal parce que ne serait-ce que le soleil, le vent solaire fluctue. Voilà. Donc, c'est tout à fait normal que ça soit pas quelque chose de constant absolu. En revanche, la moyenne, elle est bien constante, elle varie pas avec le réchauffement climatique. Si on dit que déjà dans les années 90, on était enclenché ce processus climatique et qu'en 2022, c'était encore très engagé, ce qui était vrai, eh ben on voit rien de bien notable. Voilà. Donc, ça implique l'ionosphère, c'est loin de la troposphère, donc c'est lié essentiellement aux propriétés solaires. Donc c'est insensible aux conditions de l'atmosphère, ce qui ne veut pas dire qu'il y ait les orages, les orages n'est pas d'éclairs, moins d'éclairs. Là, c'est quelque chose qu'il faudrait analyser plus en détail. Mais il se peut que les orages, maintenant avec les gradients de température et le taux d'humidité qui augmente avec chaque degré gagné, eh bien, soit finalement très gréligène, c'est-à-dire beaucoup de grêle parce qu'il bouge pas beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de convection de turbulence, mais peu électrogène. Voilà, il y a certainement un très beau travail à faire, mais qui demande certainement beaucoup de moyens techniques pour pouvoir le clarifier entre le nombre d'éclairs nuages-sol et l'évolution climatique de manière plus fine. Donc, mais en tout cas, là, vous avez la courbe à droite de Météo France et elle est tout à fait évidente dans le processus. Voilà. Alors là, on voit, donc merci, on voit bien on comprend mieux les mécanismes de la foudre. Alors maintenant, on va essayer de parler de ses dangers. Et tout d'abord, alors tu mentionnais tout à l'heure, il y a deux, trois slides qu'il y a un champ électrique un moyen vertical de 130 volts par mètre, ce qui fait une différence de potentiel de Oui. plus de 200 volts entre la tête et les pieds pour un être humain. Oui. Alors pourquoi est-ce qu'on ressent pas cette différence de potentiel? Oui, alors ça c'est un point qui est très très important à préciser, parce qu'effectivement, si on ressentait, s'il y avait une accumulation de charge dans le corps entre la tête et les pieds, bah il suffirait de pas grand-chose. Hein, pour que, je dirais, d'abord on soit électrocuté, hein, d'une part, et puis euh, et puis que bon, on aurait des chocs en enlevant un pull vert, en descendant d'une voiture, en caressant son chat, ou même en se peignant. Bon, voilà. Alors pourquoi? Alors là, il faut venir sur les propriétés du corps humain. Hein. Donc le corps se comporte comme un semi-conducteur. Voilà. Donc ça veut dire que sa résistance électrique dépend de la tension appliquée. On voit la courbe ici. Hein. Donc la tension de contact ici, on voit qu'elle a tendance à plus la tension augmente, plus la résistance du corps a tendance à baisser. Et évidemment, sans surprise, la résistance est plus forte si la peau est sèche, et puis si la peau est mouillée, eh bien, elle est plus faible. Donc, on peut pas, le corps, par cette propriété, ne peut pas être le siège d'une électrisation parce que le potentiel électrique du corps est presque uniforme. Il n'est pas totalement. Par exemple, quand on descend d'une voiture, on a les chaussures aux pieds, on a roulé longtemps, les pneus qui sont des isolants ont isolé en quelque sorte le véhicule et quand on descend, on met le pied au sol, on est toujours isolé, puis d'un coup on met la main sur le capot, sur la portière, et là d'un coup on a une décharge électrique. Alors cette décharge électrique est liée à la différence de potentiel entre le corps et le sol. Mais elle s'évacue quasiment instantanément. Et puis il y a très peu de charge électrique en jeu.
très peu qui s'accumulent justement à cause de cette propriété de semi-conducteur du corps humain. Donc, on ne peut pas, je dirais, mourir de petits gestes qui favorisent la séparation de charges. Elles sont évacuées quasiment instantanément. Mais c'est pas forcément uniforme, ce qui fait qu'on peut avoir des petits effets, des petits arcs qui peuvent quelquefois au bout d'un doigt, qui peuvent apparaître, mais ça reste, je dirais, dans des cas très particuliers. Et dans la vie courante, il n'y a pas de risque à ce niveau-là. Par contre, ce qui est très important, c'est que ce qui compte, et là, il peut y avoir un risque mortel par électrocution, hein, c'est quand la quantité de charge qui traverse le corps est importante. Et là, vraiment, avec un éclair, c'est sûr que là, on n'est pas bien placé pour ça et qu'on risque vraiment sa vie si on est mal placé. Mais on le risque aussi s'il y a des quantités de charge notables avec si on met les doigts dans une prise électrique. Hein, c'est pareil. Voilà. Mais c'est encore pire avec un éclair. Voilà. Donc on comprend bien que la tension n'est pas forcément intrinsèquement dangereuse Non, si la quantité de charge qui va non. être sollicitée est faible, Oui. donc que le courant est faible. Donc comment est-ce que finalement on évalue le danger d'un point de vue électrique, hein? Alors d'un point de vue électrique, c'est simple, c'est la quantité de charge circulant dans le corps, c'est le produit du courant électrique par la durée, en quelque sorte. Voilà, le niveau du courant, la durée d'été qui est marquée ici, pendant lequel on subit ce courant qui passe dans le corps. Donc la foudre présente un risque mortel parce que même si le temps est court, le niveau de courant est considérable. Alors, on a des valeurs absolument énormes, on y reviendra sur ces valeurs-là, mais c'est des milliampères. Hein. Donc là, on est mal parti. Mais si on a un courant qui est même assez fort, mais qui passe pendant, on va dire, un millième de seconde ou un milliardième de seconde, eh ben, la quantité de charge étant tellement faible qu'on aura certainement une sensation désagréable, je dirais, comme c'est indiqué, un picotement, voilà, mais ce sera pas critique pour la santé. Alors là, ce diagramme à droite est quand même très intéressant parce qu'on voit l'intensité du courant traversant le corps humain et la durée de passage du courant. Donc le produit des deux, c'est la quantité de charge. D'accord. C'est la quantité de charge. Et on voit très bien que quand mettons, on se met au milieu, hein, au niveau 500, hein, 600, et au début, c'est des picotements, donc c'est marginal. Ensuite, tétanisation. C'est-à-dire que là, on a un réflexe, par exemple, au niveau d'une main, d'un bras qui se resserre brutalement. Là, c'est signe quand même que ça commence à devenir sérieux, hein, et on voit que c'est à peu près indépendant de la durée de la décharge, c'est surtout lié à l'intensité du courant traversant le corps humain. C'est des expériences qu'on fait quand on est au lycée, vous savez, en sciences naturelles, avec la cuisse de grenouille là qu'on excite, et la cuisse elle bouge, et parce que on lui fait passer un courant et les muscles se contractent. Voilà. Alors par contre, quand on augmente un peu plus encore, et là, on voit que la courbe change, hein, puisqu'il y a un effet de durée et un effet d'intensité du courant. Là, on a une paralysie respiratoire. Là, les risques sont notablement plus grands. Hein. Donc là, il faut vraiment pas rigoler. Et puis, on arrive au niveau du cœur. Et là, c'est là la clé. On a la fibrillation ventriculaire et puis l'arrêt cardiaque final. Donc, il y a toute une zone rouge dans lequel, même si le temps est assez court, hein, vous voyez, c'est des millisecondes, donc 20 millisecondes à 1000 milliampères, hein, eh bien, on est cuit. Voilà. Alors, quelquefois, on peut s'en sortir si le courant a la bonne idée de ne pas passer par le cœur, mais si ça passe par le cœur, c'est fatal. Voilà. Donc, il faut vraiment pas rigoler. Ce diagramme est un diagramme crucial pour savoir le risque, en quelque sorte. Et je peux vous dire que l'électrocution par la foudre, elle est dans le rouge tout le temps. Voilà. Donc là, c'est juste des petits effets secondaires si on a une alimentation électrique un peu défaillante. Mais normalement, on doit avoir très rapidement
en particulier, une coupure de courant, par exemple, avec les disjoncteurs différentiels 30 milliampères. Voilà. Et qui sont faits pour justement couper la source de courant avant que la quantité de charge passant dans le corps puisse être susceptible de causer des dommages irréparables. Alors, on imagine que statistiquement, la foudre tombe rarement directement sur le corps humain, parce qu'on n'est pas si gros que ça, et qu'elle tombe à côté. Alors, est-ce que, si elle tombe à côté du corps, est-ce que, il y a que la distance qui compte ou est-ce qu'il y a d'autres aspects? Alors là, il y a un aspect, et je pense que c'est parmi tout ce que j'ai présenté avec toi, Johan, c'est un des points les plus critiques je dirais, à mémoriser pour se prémunir d'un accident fatal quand on est pris au piège en montagne, randonneurs, grimpeurs et autres. Hein. C'est ce qu'on appelle la tension de pas. Quand il est très rare que la foudre tombe sur la tête des gens, très rare. Typiquement, la foudre a tendance à tomber autour d'un endroit où il y a un effet de pointe, on y reviendra, et donc tombant à un endroit sur lequel on n'est pas forcément proche, on se croit à l'abri finalement d'un risque électrique. Eh ben c'est faux, et c'est très faux même, parce qu'en fait, ça dépend du matériau sur lequel on se déplace. Hein. Donc là, c'est tout un je dirais, il y a différents types, hein, suivant que c'est du sable, c'est du rocher, du granit, du calcaire et autres. Hein. Et donc, la tension de pas, c'est la tension qui se développe entre les deux points de contact au sol. Et on peut avoir d'ailleurs, entre parenthèses, on peut la généraliser si par exemple on se mettait dans une grotte et que on ait les deux pas au sol écartés et qu'on touche avec la main la paroi. Ça fait encore une autre entrée de courant. Hein. Et donc la tension de pas, la tension résiduelle entre les deux points de contact hein, au sol, au voisinage d'un point d'impact. Alors on va dire que la foudre tombe ici au centre, et puis on a la tension qui baisse évidemment, hein, donc sur 10, 20 kV, 5 kV, mais il y a du courant. Hein, il y a du courant qui passe. Et quand on écarte les jambes suffisamment, eh bien, on peut avoir une différence de potentiel de 15 kV, ce qui est vraiment quand vous voyez les lignes de haute tension de 15-20 kV, ben, vous voyez, vous pouvez avoir ça entre les pieds. Hein, donc c'est pas rien. Et donc ça veut dire, vu la nature du corps, ce que je vous disais qui est un semi-conducteur, un courant peut s'établir, je dirais, entre passant par un pied et sortant par l'autre. Et puis s'il est assez puissant, il va tangenter le cœur et là causer des dégâts irréparables, voire la mort. Et puis de surcroît, je dirais le courant qui passe comme ça par les jambes ou éventuellement par un bras, une jambe, eh bien ça peut causer des brûlures extrêmement graves. Et on ne s'imagine pas, parce qu'on se dit ah ben la foudre elle est tombée à 50 mètres. Oui, et pourtant j'ai été foudroyé. Oui, c'est normal. Et cette tension de pas, elle est vraiment critique. Alors, on va dire, c'est à la fois le piège le plus évident, hein, et en même temps, c'est le truc pour lequel on peut s'en prémunir le mieux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut rapprocher les jambes hein, pour n'avoir que finalement une différence de potentiel extrêmement faible de l'ordre de 0 volt si on avait les pieds vraiment joints l'un à côté de l'autre. Auquel cas, même si le potentiel général monte et le potentiel de la personne augmente, il n'y aura pas un courant, puisqu'en fait, il n'y a pas de différence de potentiel entre un pied et un autre. Et c'est là où on voit, je dirais, l'injustice pour nos animaux à quatre pattes, les moutons, les chèvres, les vaches. Elles ont les quatre pattes bien séparées, et puis elles peuvent pas enlever les pattes hein, pour tenir, voilà. Et le résultat, c'est qu'on trouve plein d'animaux à la campagne qui sont foudroyés par la tension de pas et d'autant plus par exemple les vaches particulièrement parce que la distance entre les pattes étant grande la différence de potentiel entre les pattes est importante et là ça passe à travers le corps et ça les foudroie donc les animaux sont plus sensibles que nous on a deux jambes ça va mais attention c'est pas pour autant qu'on est mieux à l'abri. La meilleure action quand on est pris dans un environnement avec un orage avec de la foudre, il faut
baisser. Alors, se baisser, vous verrez, c'est l'effet de pointe, mais il faut surtout n'avoir qu'un point de contact avec le sol. Un seul. Surtout pas toucher avec les mains un mur ou quoi que ce soit. Rien. Rapprocher les pieds. Je vous dirai après, c'est se mettre accroupi et on attend que ça se passe si on ne peut pas faire autrement. Mais par exemple, fuir en marchant une zone, je dirais, extrêmement bombardée par les éclairs, c'est très dangereux. Parce que marcher, ça veut dire qu'à un moment donné, vous allez avoir les jambes qui vont être écartées. Et donc, marcher est plus dangereux que de rester sur place, jambes serrées. C'est un des paradoxes peut-être qu'on tente à oublier, mais c'est peut-être la cause principale d'électrocution par la foudre, c'est cette tension de pas. Donc c'est vraiment un diagramme dont il faut garder la mémoire et c'est très important. Voilà. Alors, ce qui n'arrange pas le destin des vaches, c'est qu'elles ont tendance à se mettre sous un arbre isolé, en plus quand il pleut. Alors, on entend souvent qu'il faut pas se mettre sous un arbre, mais par contre, si on est dans l'ombre angulaire d'un paratonnerre, on est protégé. Alors, est-ce que c'est vrai? Alors bah oui, c'est vrai. Il y a un effet, il y a un effet, on va dire topologique de la foudre et qui fait de la forme qui fait que les pointes attirent la foudre. Pourquoi? Bah parce que la somme des charges contenues sur une surface sphérique, par exemple, soumise à un potentiel V, croît linéairement en fonction du rayon. Ah, donc on voit ici que la densité de charge sera moindre que ici où le rayon est très petit. Voilà. Et en même temps, le champ électrique, lui, croît en fonction de l'inverse du carré de la distance. Ah, c'est un effet topologique. Donc en fait, la topologie est fatale, c'est l'effet de pointe, est à côté d'un arbre, d'un clocher ou de tout objet pointu et n'est pas une bonne affaire. Ceci dit, pour enlever aussi comment dire des idées préconçues. Un piolet attirera la foudre si on pointe vers le ciel parce qu'il y a cet effet de pointe, mais c'est pas parce qu'il est métallique. Le métal n'attire pas la foudre spécifiquement. Hein, c'est pas comme ça. Et c'est comme de la même manière, j'insiste là-dessus, les téléphones portables ne constitue pas un risque vis-à-vis de la foudre. Ça n'attire pas la foudre, un téléphone portable. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'avec l'environnement électrique important, vous risquez de cramer votre téléphone portable. Ça, c'est sûr. Mais l'inverse, non. Donc, voilà. Donc ça, c'est un effet topologique. Alors, après, il y a des effets de charge électrique. Là, on voit à gauche cette jeune fille, c'est une photo qui est réputée. Et je crois que la foudre est tombée peu de temps après que l'image ait été prise. Eh bien, là, il y a le corps humain qui est là, le potentiel électrique est important, et les cheveux électrisés, ils montent vers le haut. On peut faire les mêmes manips, je dirais, dans les salles de classe. Pareil. Là, par contre, ce que fait cette jeune femme est extrêmement dangereux parce que c'est dans une zone vraiment où la foudre peut tomber. Voilà. Donc, la foudre, oui, tombe principalement sur les objets pointus, ce qui veut dire qu'en montagne, eh bien, un alpiniste est pas en bonne situation quand il y a de l'orage. Pourquoi? Parce que d'abord, s'il est proche du sommet, il y a l'effet de pointe du sommet, les crêtes, etc. Ça, c'est pas bon, donc il vaut mieux être en contrebas. L'autre part, il va avoir tendance à toucher la paroi avec une main et un pied. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire avec la tension de pas. Donc un alpiniste est mal dans mauvaise situation. Donc lui, en fait, ce qu'il devrait faire, c'est s'isoler complètement en s'attachant sur une corde, hein, et en se mettant accroupi, pendu à une corde. Voilà, c'est le seul truc que je mettrais, et les pieds regroupés, et surtout que les mains ne touchent à rien, jamais le rocher, jamais. Voilà. Donc ça, c'est le point sur le côté alpiniste. Pour les randonneurs, c'est plus facile, il y a plus d'espace, donc c'est se mettre accroupi, voilà, et plutôt dans un creux, plutôt que sur une bosse où on risque d'avoir une probabilité exacerbée que la foudre tombe. Voilà. Donc ça, c'est le point, c'est un point important. Alors, une question, voilà, ça c'est un précurseur de la foudre, comme la jeune femme là avec ses cheveux. Je vous garantis que je vous conseille pas d'en arriver à ce stade-là. Hein. Ouais, Je ouais. sais pas ce que Alors, tu en penses, Johan, ou alors elle, mais donc c'est une photo connue en fait qui a été publiée par la famille en question. Elle est sortie indemne, mais ses deux frères, donc dont un prenait la photo, ont été foudroyés, ils s'en sont sortis
et un autre randonneur qui était juste à côté est décédé, exactement à la minute où la photo a été prise. Voilà. Donc, Donc, c'est- c'est pas grandiose. voilà. Voilà. Alors, Voilà. au-delà du fait que bah, on voit des signes évidents comme le fait qu'il y ait un orage et que la foudre elle tombe dans les parages, est-ce qu'il y a des autres signes avant-coureurs d'un impact imminent? Alors, les alpinistes ils parlent souvent d'un bruit comme un dessin d'abeille, etc. Est-ce que c'est quelque chose Alors, c'est très réel. C'est très réel. Moi-même, alors, puisque tu parlais de mon expérience d'alpiniste, en fait, étant physicien aussi et très intéressé par la météorologie, il m'est rarement arrivé de me retrouver vraiment piégé dans des nuages d'orage avec la foudre qui tombe. En revanche, quand j'étais très jeune, j'aimais bien me balader sur les sommets, en particulier dans le Kiras, et j'ai le souvenir d'une ascension pour aller récupérer du génépi au Grand Glézat. Et certaines personnes doivent connaître très bien la région. Je devais avoir 10-12 ans et j'ai vraiment, le nuage commençait à s'approcher dangereusement, on va dire, mais on n'avait pas pris la mesure des choses. Et puis d'un coup, on a entendu ce fameux bourdonnement des abeilles. Alors là, on a fait exactement ce qu'il fallait pas faire. On n'était pas tout à fait proche du sommet, mais on n'était pas loin. On a dévalé en courant la, 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 la pente, hein, et la foudre est tombée, et quelques secondes après, et heureusement, on n'a pas été pris, mais alors l'attention de pas, on n'avait rien dans la tête. Voilà. Donc comme quoi, vous voyez, on peut comprendre a posteriori, mais sur le moment, l'effet du bourdonnement m'avait juste dit attention, on rentre dans une zone de danger. Alors, ça indique quoi, en fait, ce bourdonnement d'abeilles? Ça indique qu'un nombre significatif de molécules d'air sont excitées ou ionisées. Alors, on voit ici les principes d'ionisation. L'ionisation, on arrache un électron qui quitte l'atome. Excitation, on fait passer un électron d'un état quantique excité à un état quantique normal à un état quantique excité. Donc, l'atome, on va dire, change d'état quantique global et puis il va se désexciter. Hein, et cet ensemble de choses donc crée ce bruit. Hein, donc, ça veut dire qu'on a beaucoup de molécules d'air qui sont polarisées. Voilà. On a aussi, de manière analogue, je ne sais pas marqué ici, mais les feux de la Saint-Elme, hein, c'est aussi qu'on entend d'ailleurs naturellement près d'une ligne électrique. Hein, on voit les petits points violets qui sont indiqués là, sont aussi, en fait, c'est des micro-arcs électriques locaux, tout à fait locaux, mais qui préfigurent qu'il y a des canaux électriques qui vont se créer et qui, eux, n'ont pas du tout à avoir la même taille et qui sont, en fait, c'est les précurseurs de la foudre. Ça veut dire que l'air se ionise, l'air commence à changer d'état, à devenir, on va dire, un préplasma, hein, puisque c'est notre métier. Et donc là, évidemment, eh bien, je dirais, l'air n'est plus un isolant à ce niveau-là. Et donc, ça se crée autour de ces phénomènes un écoulement de charge et la foudre va tomber très vite. Donc oui, il y a un effet précurseur, effet couronne, feu de la Saint-Elme, c'est la même chose. Hein, c'est la même chose. Et on peut entendre ça, en tout cas le bourdonnement des abeilles, quand on se balade sur une ligne de 400 000 volts et même moins, on entend ce bruit bzzz, comme ça. Et ce bruit-là, eh ben, c'est signe qu'autour du câble, eh bien, l'air est ionisé. Voilà. Donc, mais quand on l'entend de manière naturelle, c'est pas vraiment bon signe. Voilà. Alors, creusons un peu plus la physique. Alors, on a expliqué un peu ce que c'était la foudre, mais ce qu'on voit, c'est l'éclair, et ce qu'on entend, c'est le tonnerre. Alors, pourquoi est-ce qu'une décharge de foudre est visible? Alors, d'abord, c'est un tube de plasma autoconfiné magnétiquement. Quand on fait passer un courant, hein, les charges électriques tournent autour de la direction du courant et, je dirais, font une striction transversale du courant. Donc, typiquement, les hommes ont tenté de faire la même chose pour maîtriser la fusion thermonucléaire par striction du plasma. Hein, donc, il y a des machines qui existent aux États-Unis notamment, et donc la foudre a existé bien avant l'homme, et l'homme a essayé en quelque sorte de s'approcher du concept naturel pour maîtriser l'énergie de fusion thermonucléaire. Alors, avec cette striction, le tube de courant fait 3 à 5 cm de diamètre. C'est très peu. Hein, c'est très très peu. Donc, par contre, le halo de lumière où la zone il y a tous les atomes excités qui se désexcitent
en rayonnant, eh bien, il fait quelques dizaines de centimètres entourant le tube de plasma. Voilà, typiquement, c'est à peu près ça. Alors, après, je dirais, ce qu'il faut voir, c'est que ce processus-là est un processus, on le voit ici sur l'image à gauche, les éclairs, ça va chercher, les charges vont chercher à s'écouler par le chemin le plus facile. Hein. Et donc, il y a une sorte de marche aléatoire des charges, et donc c'est ce qui fait que la foudre n'a pas une allure très régulière, en quelque sorte, à moins qu'elle tombe vraiment verticalement et très proche du sol. Auquel cas, c'est quasiment une ligne droite, mais ça arrive rarement. Et quand on entend, on voit, je dirais, on voit la lumière, on entend un boom quasi instantané. Ça veut dire que la foudre est tombée à côté de vous. Donc là, on le voit sur le transparent d'après, donc c'est la foudre essaye différents chemins possibles. C'est ce qu'on appelle les traceurs, qui peuvent être ascendants, on les voit moins bien, hein, voilà. Et puis parmi ces traceurs, hein, c'est ces chemins qui se perdent quelquefois parce que là, il y a les charges n'arrivent plus à s'écouler. Eh bien, il y en a un chemin par lequel la foudre, elle passe complètement et elle va taper le sol. Donc, c'est une trajectoire aléatoire ayant la moindre grande résistance électrique. Alors, on peut avoir quelques stats. Hein. Donc, les traceurs peuvent faire entre 100 mètres et 20 kilomètres, ce qui veut dire qu'il y a vraiment des très grandes différences. La puissance instantanée, hein, elle peut être supérieure à celle d'une centrale nucléaire, hein, du gigawatt. Hein. Donc, mais ça ne veut pas dire que vous allez réchauffer une ville avec des éclairs. Non, puisque c'est la puissance instantanée. La durée moyenne est de l'ordre de 100 à 600 millisecondes. Ça veut dire vraiment, c'est extrêmement court. Hein. Et la vitesse de propagation, c'est de l'ordre de 40 000 kilomètres par seconde. C'est des chiffres, je dirais, moyens, hein, tout ça. Et la vitesse de la lumière, c'est 300 000 kilomètres secondes. Donc, ça va quand même plus lentement que la vitesse de la lumière. Et pour calculer la distance qui vous sépare d'un éclair, c'est bien connu, il faut compter 3 secondes par kilomètre. Donc quand vous voyez la foudre qui tombe, la lumière arrive de manière quasi instantanée et vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, bah 6, la foudre est tombée à peu près à 2 kilomètres. Voilà, donc vous êtes assez loin de l'orage. Par contre, je peux vous assurer que si la foudre tombe à une centaine de mètres ou 200 mètres de vous, là, vous n'aurez même pas le temps de compter. Là, ce sera boum, boum, et c'est fini. Hein. Donc, voilà. Donc, c'est la foudre en elle-même. Alors, il y a tout un tas de... L'intensité des éclairs, c'est de 20 à 100 kiloompères. Hein, et la différence de potentiel peut atteindre entre 20 et 100 mégavolts, à peu près. Hein. Donc, ce qui fait justement la puissance instantanée. Et voilà, et le nombre moyen de traceurs dans un éclair, ces traceurs-là, il y en a entre 2 et 10. Hein. Voilà, plus l'éclair part de loin, plus il y en a. Évidemment, ça part de manière en radicelle. Voilà. Et la température moyenne de l'éclair, c'est de l'ordre de 30 000 degrés. 3 électronvolts en unité de physicien des plasmas. Donc, c'est un plasma, effectivement, mais donc là, de ce côté-là, on connaît bien ça, John et moi, c'est notre métier, mais c'est un plasma extrêmement froid, puisque pour vous donner un ordre d'idée, sur le réacteur ITER qui est en construction, on atteindra des températures de 10 kiloélectronvolts, c'est-à-dire de l'ordre de 150 millions de degrés. Là, on est à 30 000 degrés. Donc, c'est un plasma archi froid. Voilà. Même s'il peut brûler quelqu'un et apparaître très chaud pour un humain, ce qui est normal. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'est à peu près, si ce n'est que, voilà, le courant et la différence de potentiel suit une loi qui est assez connue, là, c'est un peu anecdotique, c'est la loi de Child-Longmire. C'est pas la résistance de type la loi d'Ohm, hein, typiquement. C'est une puissance le courant est une puissance de la tension électrique appliquée. Voilà. Donc on connaît ça en physique dans les laboratoires et on a pu vérifier ça dans l'atmosphère générale. Alors, l'éclair que tu as à l'image là, c'est un éclair un peu classique, mais il y a plusieurs types d'éclairs, hein, ils se ressemblent pas tous.
Alors oui, il y a pas mal de types d'éclairs. Et il y a encore, je dirais, de la foudre très mal documentée. Il faut pas croire que l'homme connaît tout. Alors on a retenu quatre types de foudre. La foudre noire qui produit de l'antimatière. Donc on produit, il y a des électrons, mais il y a des positrons. Hein, et il y a des rayonnements gamma qui peuvent en être déduits. Il y a même des neutrons, des photoneutrons qui peuvent être produits, mais rassurez-vous, c'est des quantités très faibles et qui ne nuisent pas à la santé. Donc c'est trop loin et trop rare. Voilà. Mais quand même, c'est intéressant parce que ça permet de comprendre des mécanismes de la foudre et de voir comment ça se passe dans ces milieux qui sont encore largement méconnus parce que difficile à caractériser. Même si on reproduit la foudre, je dirais, en laboratoire avec des éclateurs, etc., ça reste quand même un milieu qui est très transitoire. Et donc, quand c'est transitoire, c'est difficile à caractériser. Il y a la foudre en boule, hein, comme dans Tintin. Alors ça, c'est très rare. Il y a quelques films, mais il faut se méfier, qui sont sur YouTube, qui semblent montrer cet effet-là, une sorte de sphère lumineuse qui se déplace de manière aléatoire sur une vingtaine de centimètres. Il y en a qui pensent qu'en fait, c'est un plasma autoconfiné, hein, et qui rayonne, voilà, et qui par cet autoconfinement magnétique, euh, je dirais, cet autoconfinement permet au plasma d'exister plus longtemps. Voilà. Et c'est pour ça que cette foudre en boule, on a le temps de la voir, apparemment. Donc, le professeur Tournesol, Tintin et le capitaine Haddock la voyaient très bien, mais nous, beaucoup moins. Elle fait l'objet d'études, mais là aussi, c'est tellement rare que c'est des, alors, il y a les foot Superbolt. Voilà, c'est des orages, c'est des éclairs. Et là, peut-être, Johan, tu pourras mieux en parler que moi. C'est des éclairs qui sont, qu'on voit en particulier par les satellites. On voit des éclairs monstrueux, hein, surpuissants. Et on pense, j'ai lu un article récemment, qu'il y a un rôle très réel, non seulement du vent solaire, des particules solaires, mais également de particules très énergétiques qui viennent intergalactiques qui viennent ioniser la haute atmosphère et créer ces foudres monstrueuses qui sont évidemment moins fréquentes que les foudres traditionnelles, mais qui ont un caractère tellement extraordinaire. Et je crois que sur YouTube, il y a quelques vidéos qui ont été prises de navettes spatiales ou de stations et qui montrent ces éclairs. Hein, c'est quelque chose à voir. Qu'est-ce que tu en penses, Johan, à ce niveau-là? Ouais, alors, ça, ouais, alors ouais, je connais pas plus que toi. Par contre, quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est qu'il y a plusieurs types de polarisation dans les éclairs. Il y a des éclairs qui vont où les charges vont du sol Ah vers oui, le nuage, qui sont les plus courants, et puis ceux où, donc en fait, on dit souvent la foudre tombe, mais souvent la foudre monte. Mais il y ouais, a aussi quand même des éclairs où la foudre tombe, et ils ont tendance à être plus puissants. Et ils ont tendance à partir de l'enclume, donc ils ont tendance à aussi parcourir une plus grande voilà, distance. alors, c'est pas forcément des Super Bowls, mais les éclairs positifs qui parcourent des plus grands, ils sont aussi plus dangereux parce qu'ils peuvent frapper plus loin du cœur de l'orage parce qu'ils partent de l'enclume ou pas loin de l'enclume qui est plus haute et plus étalée, sont souvent font plus de dégâts que les éclairs classiques. Alors c'est vrai qu'il y a toute une gradation, hein, dans la puissance des éclairs. Par contre, oui, les Super Bowls, c'est pas très très connu non plus. Mais t'as raison, c'est grâce aux images spatiales qu'on arrive Donc, à qu'on arrive à les voir. Et en fait, il y a la foudre des volcans. Là, il y a une belle photo, et il y en a plein qui montrent ça. En fait, c'est un phénomène de décharge électrique observé dans un panache volcanique, tout simplement parce qu'il y a énormément de cendres qui sont projetées, qui se frottent les unes les autres. C'est le coup de la règle en plexiglas. Ça crée des quantités de charge accumulée considérables. Et de surcroît, les volcans dégazent du radon, qui lui-même est une source de particules. Hein, et qui contribue à ioniser l'atmosphère. Et bon, bah, ça claque, ça fait des très très beaux paysages avec le rouge de la lave, les cendres et les panaches autour, et puis cette zébré d'éclairs très fréquents. Voilà. Donc à ce niveau-là, voilà. Donc on arrive quasiment au bout de l'exposé. Donc
maintenant, on va redescendre sur Terre, je dirais, et on va répondre à une question, comment se prémunir de la foudre? Là, on va rester très terre à terre. Alors, la première des choses, c'est suivre la météo des orages régulièrement. On anticipe, hein, et ça, en plus, on a des outils formidables, je dis bien formidables, et je vous invite à aller voir le site de Keronos, hein, .org, qui est vraiment remarquable, à la fois dans les analyses a posteriori des orages, mais également sur, je dirais, avec une très grande précision, sur ce qui va arriver sur 24 heures, 48 heures et même jusqu'à 5 jours. Voilà. Donc, allez voir la météo des orages. Elle existe, elle est faite par des spécialistes et vraiment, c'est déjà la première chose. Parce que si on voit qu'on va aller dans une zone où ça va cartonner sec, bah, je pense qu'il vaut mieux changer d'objectif. Voilà. C'est la première sécurité. Éviter d'avoir un objet pointu proéminent dépassant la hauteur de la personne et ne pas se mettre sous un arbre ou un édifice pour attirer la foudre. Donc le piolet pointu, c'est pas une bonne idée dépassant du sac, hein, comme on faisait autrefois. Mais encore une fois, ce n'est pas la nature métallique de l'objet qui compte, c'est la nature pointue. Ne pas rester groupé, parce que si jamais on se touche, etc., on fait des ponts, et là, la tension de pas peut être démultipliée entre personnes en plus de l'individu seul. Rester 50-100 mètres en dessous des crêtes et des sommets, ça met une certaine distance de sécurité, et ne pas courir, marcher par très petits pas. Pourquoi? Parce que courir, c'est écarter les jambes. Écarter les jambes, c'est augmenter le risque d'avoir une différence de potentiel importante entre les jambes, et donc un courant passant par le cœur rentrant dans une jambe, sortant par l'autre, important. Donc, on peut se déplacer, mais petits pas, justement, pour rester quasiment à un potentiel unique de contact. Se placer accroupi, placé, donc pieds serrés, dans un creux, sans écoulement d'eau, parce que l'eau, c'est le meilleur conducteur, donc les charges passent à l'intérieur, donc c'est pas une bonne idée d'être vers l'eau. Ne pas avoir de contact entre le sol et les mains, hein, donc là, c'est les grimpeurs mais également les spéléos, hein, ils sont concernés. Rester si possible dans une voiture lorsque sa structure est en métal, car elle protège par effet cage de Faraday, ça c'est quelque chose d'assez bien connu, et ne pas se mettre dans un local avec toit métallique et murs isolants, bergerie, parce que les charges peuvent s'accumuler dans le toit et puis arquer après du toit au sol. Voilà. Donc le coup de la bergerie qui protège, c'est pas forcément l'idée du siècle. Voilà. Donc, on peut se prémunir en amont avec la météo des orages, pendant, si vraiment on est pris au piège, avec des gestes simples, et puis, une fois que l'orage est passé, eh bien, je pense que on a gagné quelques points d'expérience et on essaye de pas renouveler ce type d'aventure. Voilà, je crois que là, on est arrivé à peu près au bout. Hein, et d'abord, je voudrais remercier l'auditoire et par leur écoute et les inviter à poser des questions à travers le chat, hein, et auxquelles je répondrai bien volontiers dans les minutes qui viennent. Voilà. Et puis merci Joanne pour ce dialogue très agréable. Merci pour toutes les explications, hein, c'était très intéressant. Donc il y a déjà quelques questions. Ce que je vais faire, c'est que je vais les lire et puis on va voir si on arrive à y répondre. Alors d'abord, il y a une question technique de savoir si il fallait enregistrer soi-même la réunion ou si on peut ensuite voir l'enregistrement. Alors l'enregistrement sera disponible, donc là je peux répondre directement. Donc donc c'est pas grave si vous n'avez pas lancé l'enregistrement de votre côté. Alors il y a quelqu'un qui a mentionné justement à juste titre, mais tu l'avais aussi évoqué, Yves, que les caractéristiques des disjoncteurs en termes de courant de déclenchement et de durée de déclenchement sont en fait calculées par rapport au danger que le courant électrique peut représenter pour le corps humain. Donc, donc les disjoncteurs différentiels, c'est pour protéger les gens. Oh, absolument. Voilà. C'est vraiment ça. Et il faut voir que c'est vraiment quelque chose qui n'est pas anodin. Moi, j'ai le souvenir là où j'habitais quand j'étais petit, un électricien est venu pour manipuler une prise qui était dysfonctionnelle
Et comme j'étais tout gamin, ben, j'avais envie de voir de près ce qui se passait et je l'ai touché et malheureusement, il a touché le 230 volts et moi j'ai fait un bond de 2 mètres et je me suis retrouvé à les quatre fers en l'air. Heureusement, je n'avais touché qu'avec une main. Donc il n'y avait pas un contact et j'avais les pieds isolés. Donc là aussi, dans la vie réelle comme sur le terrain, d'avoir des chaussures isolantes est une bonne affaire parce que ça permet d'éviter l'écoulement de charge facile à travers les jambes, à travers les membres, voilà, et du risque d'électrocution. Voilà. Alors, il y a une question qui est très intéressante, en fait, et je me l'ai moi-même posé plusieurs fois. Est-ce que la foudre peut frapper un cycliste? Est-ce que les cyclistes sont exposés sur la route? Alors, c'est une question alors là qui est pas extrêmement simple à répondre. Alors si on regarde point à point, le cycliste est potentiellement concerné dans le sens où il y a un effet de pointe par rapport à la route, s'il est en relief en quelque sorte. De l'autre côté, le cycliste ne touche pas le sol au sens électrique du terme, puisque ses pneus forment un isolant, et donc le courant ne passera pas volontiers par le vélo et à travers le cycliste. Donc, mais quand même, il faut se méfier parce qu'on a les mains qui sont sur un conducteur en général. Alors même s'il y a des isolants sur le guidon, par exemple, on peut toucher la jambe, la structure qui peut être métallique, pas toujours selon les vélos. Donc moi j'aurais tendance à dire quand même, par sécurité, quand il y a un orage et qu'on est à vélo, ben il faut trouver un creux, poser le vélo à côté, pas à côté d'un arbre, hein, on met le vélo à terre, horizontalement, on se met accroupi les pieds joints et on attend que l'orage passe. Voilà. Sachant qu'en plus de surcroît, l'effet d'isolation des pneus en caoutchouc tend à diminuer parce il peut y avoir de la pluie, par exemple, et donc de l'eau, et ça peut conduire l'électricité, et donc ça peut être un bon canal de passage du courant. Ouais, Donc, je ça se peut. dirais, c'est pas très sain d'être à vélo dans un environnement d'orage. Non, c'est pas très sain. Alors on peut imaginer que les anciens vélos en acier protégeaient très bien le cycliste parce que finalement, même s'il y a une tension de pas entre les deux roues, le métal permettait de transporter le courant. Les vélos en carbone, c'est peut-être moins clair, hein. Ouais, c'est bon, tout à fait, tout à fait. Mais il y a Le- d'autres sports qui sont dangereux, hein. Être footballeur est dangereux. oui, oui, bon, Il y a on des voit rarement des footballeurs footballeurs à qui ont pieds été joints, hein. foudroyés. Il y en a qui sont morts, hein, d'ailleurs. Oui, oui, tout à fait. Donc, tout simplement parce qu'ils ont un effet de pointe par leur corps sur une surface d'herbe, quoi. Voilà. Donc là, en l'occurrence, probablement il court, donc il y a une tension de pas, hop, liquidé. Donc ça, c'est arrivé, hein. Et il y en a eu plusieurs sur les dernières années. Voilà. Alors une autre question qui est aussi très très intéressante, les gens ont des bonnes questions. Si on est sous la tente, est-ce qu'on risque la foudre? Est-ce qu'on peut rester couché sur son matelas ou est-ce qu'il faut se mettre accroupi dans sa tente? Ah, moi, j'aurais tendance à dire, il faut se mettre accroupi. Faut pas, déjà, les piquets de la tente. Bon, alors maintenant, si c'est des tentes à arceaux, c'est moins critique. Mais moi, j'aurais tendance à me mettre accroupi, je dirais les pieds joints, les bras regroupés, près de la poitrine. Et j'attendrai pour ne pas, et pas pieds nus, surtout pas pieds nus, je remettrai mes chaussures. Et, Voilà. et se mettre sur le matelas. Et se mettre sur le matelas. Mhm. Et être isolé et de pas avoir, je dirais, pas offrir la possibilité d'une différence de potentiel entre un point et un autre du corps. Voilà, c'est ça qui est important. Alors, une autre question, alors tu avais un peu évoqué ça aussi, si on est dans une grotte, dans une cavité, est-ce qu'on est protégé et qu'est-ce qu'on peut adopter comme posture? Donc on s'éloigne des parois? Est-ce qu'on joint les pieds comme Pareil, pareil, on n'est pas protégé dans une grotte. Il y a des spéléos qui ont été foudroyés, on n'est pas protégé. Et l'entrée d'une grotte n'est pas un endroit de protection. Parce qu'il peut y avoir la foudre qui s'écoule, le courant qui s'écoule dans le sol, humidifié, mettons, par de la pluie. Et puis arrive une arche, mettons, d'entrée de grotte, et hop,
là, la différence de potentiel est grande, ça arque et on voit, je dirais, un arc secondaire qui se crée au niveau de la grotte. Toucher la paroi de la grotte est un danger mortel. Donc, ce qu'il faut faire dans ces conditions, c'est attendre gentiment que la chose passe en regroupant les pieds, en se mettant accroupi, parce que le truc peut tomber du plafond, c'est possible, ça c'est arrivé, et attendre que ça passe en minimisant les risques de courant secondaire par la tension de pas. Oui, donc pas toucher du tout avec les mains, rapprocher les pieds et pas marcher, ou marcher à tout petit pas pour garder un seul point de potentiel. Alors, Alice demande, qu'en est-il des courants d'air pendant l'orage? Est-ce que c'est dangereux ou est-ce que c'est un mythe? Alors, j'ai jamais entendu. Alors là, bah ça c'est une colle. Moi j'aurais tendance à dire que le courant d'air, bon, d'abord c'est très lent par rapport au phénomène électrique qui se passe, c'est extrêmement lent même. Donc le seul risque du courant d'air, c'est faire basculer et qu'on se pour se rattraper, on mette la main au sol juste au moment où mettons la foudre tombe. Là, ce serait vraiment le coup de malchance. Mais sinon, le courant d'air en lui-même, je vois pas trop un risque particulier. Non, c'est plutôt un risque mécanique, oui, mais pas un risque électrique. Non. Alors, il y a une question de Christian. Alors, on dit qu'il faut s'asseoir sur sa corde ou son sac en regroupant jambes et fesses. Oui, oui, oui. Oui, alors s'asseoir, c'est pas une nécessité. Moi, je suis pas un grand fan de s'asseoir, mais par contre, par exemple, être tenu sur un relais avec deux mousquetons, mais de la corde, donc isolante, hein, puisque c'est en nylon ou en équivalent, hein, et avoir un rouleau de corde à ses pieds, mettre les pieds regroupés et se mettre accroupi dessus sans rien toucher avec les mains, oui, mais attention, si on met les fesses comme ça peut faire un pont. Parce qu'en plus, la corde souvent est mouillée, et étant mouillée, elle c'est pas un isolant parfait. Donc, il faut vraiment tenir compte, alors qu'on est plus isolé avec ses propres chaussures, par exemple des Vibram, des choses comme ça, parce que on a les pieds, grosso modo, on a les pieds au sec. Voilà. Donc, la couche d'isolant est suffisante. Avec la corde, c'est limite. Si elle est bien sèche, ok. En tout cas, se mettre assis sur la corde, non. Accroupi, oui. Donc si on est sur une petite margelle, on est dans une face très raide, à ce niveau-là, c'est pas du tout pratique. Il est préférable à ce moment-là de se vacher, comme on dit dans le jargon, se vacher sur quelques mousquetons, quelques points, et là, se mettre les mains sur la poitrine, regrouper les pieds, et puis attendre que la chose passe. Voilà. Alors, une question d'Alexandre, il dit, alors, vous conseillez de ne pas écarter les pieds, ce qui est vrai. Est-ce que ça a la même importance si un seul des pieds est en contact avec le sol? Alors là, j'imagine une Non, posture de yoga. Oui, alors si on est capable de tenir un orage, c'est bien. C'est vrai que c'est encore mieux d'avoir un seul pied au sol, hein. bah Mais, oui, mais- c'est encore mieux. Mais je dirais, si les pieds sont joints, hein, la différence de potentiel va être très faible. Donc le risque électrique est considérablement atténué. Si on est capable de tenir sur un seul pied, bravo, c'est encore mieux, on va dire. Voilà. Mais bon, je vous mets au défi de tenir pendant 20 minutes dans une atmosphère d'orage qui est toujours stressante sur un pied. Je, je, si vous avez ce talent, bravo. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Mais ramener les deux pieds l'un à côté de l'autre, ça suffit. C'est pas la peine d'aller plus loin. alors, il y a une remarque de Stéphane qui dit qu'il faut se méfier si les avions qui sont peints, hein, s'ils ont un défaut dans la peinture, parce que ça peut être un point où en fait il peut y avoir même une fusion du métal à cet endroit-là à cause de la non-uniformité du courant. Et il mentionne par ailleurs qu'à l'époque où on avait tant de Canadiennes, il fallait planter une patate sur les piquets. Oui, oui, oui. Mais la patate, c'est pas pour l'isolation électrique, hein. C'est pour l'effet Parce de que pointe. l'effet de pointe, il est là, on l'atténue un petit peu. Oui, c'est vrai, parce que le rayon de courbure est plus favorable avec une patate.
Alors à ce moment-là, moi j'aurais tendance à vous dire, il faut choisir la patate, hein, faut emmener des patates douces parce qu'elles ou vous emportez une grosse, un gros melon ou une grosse pastèque, et ça sera encore plus efficace, mais vous serez écrasé par le poids. Donc oui, ça aide, mais on se rassure avec des choses qui sont finalement assez marginales. C'est comme le téléphone portable que je citais tout à l'heure, où on disait le téléphone portable, ça attire la foudre. Non, pas vrai. Voilà, c'est tout. Par contre, de marcher dans un environnement où il y a la foudre qui est pas loin, qui rôde, oui, on a un risque important. Oui, voilà. Donc je préfère on va dire, me restreindre dans les gestes pour se prévenir de la foudre à des gestes simples, mais qu'on peut mémoriser et appliquer relativement facilement. Pour le randonneur, c'est plutôt pas mauvais, parce qu'il aura quand même toujours plus ou moins de la place. Pour le grimpeur, c'est plus compliqué. Ce qui est sûr, c'est que de continuer à grimper sur une crête rocheuse, c'est pas l'idée du siècle. Voilà. Alors, il y a une question de fil qui est très intéressante aussi. Est-ce que la tension de pas peut exister à l'intérieur d'un bâtiment? Alors là, je pense que ça dépend pas mal du type de sol, hein. Si on est sur un sol en béton armé, dont d'habitude la structure métallique est mise à la terre, il y a plus de tension de pas possible parce que finalement, là, ça, ça, Moi, je pense qu'à ça l'intérieur d'un uniformise la. bâtiment, alors attention, alors on va séparer un peu les choses et c'est le dernier commentaire du chapitre 7, on va dire, c'est que si on est dans un bâtiment complexe, un immeuble, même une maison, le risque est marginal. En plus, très souvent, il y a des paratonnerres donc, qui utilisent d'ailleurs l'effet de pointe, mais pour canaliser justement le courant de foudre. En revanche, par exemple, dans un local, une bergerie, par exemple, perdue dans un col, comme on en trouve, par exemple, euh, dans le Queyras, justement, ou dans les Cerces, par exemple, eh bien, là, c'est un peu plus compliqué. Donc oui, et c'est pour ça, d'ailleurs, il faut éviter de se mettre dans une bergerie avec un toit métallique. Parce que là, on peut avoir des effets qui interviennent. Mais sincèrement, dans une maison, dans un immeuble, euh, non, non. Par contre, ce qui est vrai, c'est que si la foudre tombe pas loin et elle induit non seulement, je dirais, un déplacement de charge qui correspond donc à l'éclair, à la foudre, mais ça induit aussi une impulsion électromagnétique qui, elle, se propage qui peut être très intense, mais sur un temps très court, et qui fait que bah, tous vos appareils, même non branchés, je dis bien même non branchés, sont grillés. Donc, il n'y a pas besoin d'être à la terre pour que, quand la foudre tombe sur la maison, tous les objets qui sont à la terre soient grillés. Vous pouvez très bien avoir votre téléphone portable posé et complètement isolé à part, et puis il est mort. Il est mort parce qu'il y a une impulsion électromagnétique qui a induit des courants dans l'appareil et des courants trop forts qui ont fait péter des capacités, des transistors, etc. Et c'est fini. Donc là, il n'y a rien irrattrapable. Il faut changer dans ce cas-là. Mais ça, c'est des choses qui sont prises en charge en règle générale par les assurances. Mais je sais, on a un collègue, Johan et moi, en Provence, où il y a beaucoup d'orages, qui a perdu l'intégralité, je dis bien l'intégralité, de ses appareils électroniques, électroménagers inclus, suite à un orage assez important. Voilà. Donc il a tout perdu. Donc il a fallu tout racheter, mais là, les assurances, elles sont là pour ça. Donc gardez bien vos factures, parce qu'un orage peut causer des dégâts. Voilà. Mais c'est de l'induction dans les appareils. C'est pas quelque chose qui va vous foudroyer. Alors, bon, les questions s'accumulent plus vite qu'on y répond, donc on va essayer il y a une question d'Eliane sur le type de chaussures. Est-ce que les chaussures Vibram qui sont trempées sont encore isolantes ou pas? Ah, elles sont moins isolantes, évidemment. S'il y a de l'eau, c'est moins isolant. Il y a du courant. Mais je dirais, si elles sont mouillées, mais que l'intérieur est sec encore, c'est-à-dire qu'on n'a pas mis complètement les pieds dans l'eau, eh bien, ça protège mieux. En tout cas, une chose est sûre, c'est que mouillé ou pas mouillé, de mettre les pieds joints, c'est très important puisque ça veut dire que on ramène le corps à un seul potentiel.
comme il n'y a pas une différence de potentiel, parce que le courant se nourrit d'une différence de potentiel, à un seul potentiel, il n'y a pas de courant, mouillé ou pas mouillé, voilà, c'est pas critique. Mais c'est sûr qu'il vaut mieux que pas être mouillé. Mais en tout cas, le plus important, c'est d'avoir les pieds joints et de pas marcher, donc ou de marcher vraiment avec les tout petits pas. Voilà, surtout pas courir, hein, surtout pas. Alors, une question de Virginie, je crois que c'est pas sa première. À propos de la spéléo, à partir de quelle profondeur est-on à l'abri? Alors là, je peux pas répondre. Vraiment, sincèrement, je peux pas répondre, mais parce que ce qui est très compliqué, c'est que pour la question de l'espéléo, en général, le sol est fissuré. Il y a des écoulements d'eau par des fissures, et donc c'est très difficile de savoir. La foudre va prendre des canaux les plus faciles d'écoulement. Donc c'est sûr, par rapport à un sol qui est en calcaire, mettons, hein, puisque c'est de la spéléo, un sol calcaire qui est plutôt isolant, hein, et puis des fissures qui sont plutôt humides, bah, la foudre va passer par les zones humides. Hein, Ouais. voilà. Et ça peut aller loin en profondeur. Je pense que ça peut aller loin, sincèrement. Puis il y a aussi les cascades. D'ailleurs, Il y a les cascades, tout ça. Donc ça peut aller loin. Donc je ne peux pas donner une profondeur exacte, ce serait présomptueux de ma part, mais il faut être vigilant. Je pense qu'il y a des cas, ce serait à documenter, des cas où en spéléo, des gens ont senti le courant assez loin en profondeur. C'est possible. C'est pas exclu du tout. En tout cas, parce que l'eau qui sointe par les fissures va être un canal préférentiel pour l'écoulement des charges. Oui. Ceci dit, aller en spéléo quand il y a un risque d'orage, c'est surtout dangereux à cause des inondations, hein. C'est En très connu. plus, alors en plus, oui, ça c'est encore un autre volet. C'est souvent quelque chose de très dangereux. Question d'Alexandre, alors qui revient à la question d'être sur un seul pied, il disait, c'est plus par rapport au fait de courir. Pourquoi est-ce que courir est dangereux, sachant que on passe une partie de son temps sur un seul pied Ah, ouais, mais il y aura toujours une fraction de seconde dans laquelle les deux pieds toucheront. Voilà. Ou alors on danse, ou alors c'est la danse du kangourou, quoi. Non, mais ça, je dirais que grosso modo, quand on court jamais en se lançant sur un pied pour retomber sur l'autre avec l'autre pied qui touche pas le sol. En général, euh, les deux pieds touchent le sol en courant. En tout cas, dans un terrain compliqué, une gymnastique où on saute en ayant qu'un pied en contact, ça me semble être assez acrobatique. Voilà. Donc, au-delà du risque d'électrocution, on risque au sens de se fouler les chevilles et de se faire mal. Voilà. Mais bon, je peux pas dire plus que ça. mais En la tout cas, question est ce qui quand même est sûr, intéressante. c'est courir. Si on part du principe que courir, on a toujours à un moment donné les deux pieds en contact mais écartés et très écartés puisqu'on court, bah c'est pas le bon choix. Voilà. Une question, est-ce qu'il vaut mieux être sur le rocher ou sur la neige? Alors là c'est intéressant. La neige c'est conducteur d'électricité. Donc quand la foudre tombe, il peut y avoir des courants qui se propagent très loin, très très loin. Et le cas que je citais de mon compagnon qui avait perdu, il savait plus comment il s'appelait, il était sous le couloir chaud, il était sur les névés et la foudre est tombée assez loin, mais lui il a eu le choc électrique qui lui a fait tourner un peu la tête. Et heureusement que c'était des entendues vastes parce que le courant s'était probablement, on va dire, étalé sur une grande surface, donc l'intensité par mètre carré était encore pas excessive. Ah, sinon, il aurait été vraiment très foudroyé. Mais donc, la neige, non. Moi, j'aurais tendance à dire, si j'ai de la neige et des rochers, j'irais plutôt sur le rocher. Voilà. Alors, une autre question à laquelle on avait déjà un peu répondu, c'est est-ce qu'un abri complètement métallique peut-il faire cage de Faraday? Alors, la réponse, c'est oui, hein, bien sûr, hein, Ah bien, bah oui, mais il faut qu'il soit complètement métallique, hein. ouais, tout à fait. Pas demi-métallique. Voilà. Et que la base soit aussi isolée. Une voiture, par exemple, est une belle cage de Faraday. Oui. Une question, est-ce qu'il faut enlever ses crampons? Bah, on veut dire que si les crampons conduisent, là c'est comme les pieds humides ou choses comme ça. Ça conduit le courant le métal.
Donc, c'est pas très favorable. Ça, je dirais, le courant peut s'écouler plus facilement. Ceci dit, si on joint les pieds, crampons ou pas crampons, ça changera à mon avis pas grand-chose. Oui, tout à fait. Euh, Est-ce qu'il faut s'éloigner des fenêtres pendant un orage? Faut-il fermer les fenêtres? Ah là là, ça c'est la question. La question, ouais, je vois, parce que le premier réflexe dans la famille, et même dans ma propre famille, c'est quand il y a un orage, c'est qu'on ferme les fenêtres, on se verrouille en se croyant à l'abri. Bon, alors oui, ça, ce qui est sûr, c'est que en particulier la, la fenêtre, le verre est un isolant, donc ça va pas favoriser l'écoulement par l'intérieur. Mettons qu'il pleuve, ça humidifie, il y a un éclair qui tombe pas très loin. Bon, voilà. Après, il peut y avoir le fait que si la foudre tombe de manière très proche, ça peut créer une onde de pression et avec des vibrations et ça peut un peu secouer les vitres si c'est ouvert. Ça peut causer un petit peu de casse, ça peut arriver. Voilà. Mais non, personnellement, je ne pense pas. Par contre, il n'est pas recommandé, par exemple, de rester à proximité d'une cheminée. Ça, j'ai l'expérience de quelqu'un qui a fait ça, qui s'est mis pas trop loin d'une cheminée, d'une maison, et la foule est tombée sur la cheminée, et la cheminée est tombée. Ah, il a failli mourir de la chute de la cheminée. Pas de la foudre, mais de la chute de la cheminée. Donc, Euh, non, faut pas, il vaut mieux se mettre à l'abri, c'est clair, c'est clair. Quelque chose qu'on n'a pas mentionné, hein, mais je pense que c'est assez évident. C'est mieux de pas prendre de douche. C'est mieux de pas faire la vaisselle, de pas toucher les canalisations, de rester loin de tout ce qui Oui, oui, est mieux. oui, oui, il vaut mieux. Il vaut mieux. Il vaut mieux ne pas avoir un contact avec des choses qui peuvent être susceptibles de transporter des charges électriques. Oui, oui. Donc faire la vaisselle ou prendre sa douche au moment où ça claque tous azimuts autour de la maison, c'est pas la grande idée non plus. Voilà, on va dire ça. Mais a priori, si on a un paratonnerre, chose comme ça, le risque il est atténué. Mais bon, si on veut vraiment minimiser les risques, bah non, on attend, on se sèche et puis on met les pieds, on se met, je dirais les pieds joints ou secs, et puis on se met les pieds joints, puis on attend que l'orage passe. On peut toujours attendre. Les orages durent pas très très longtemps. Les orages stationnaires qu'on a d'ailleurs pas mal en ce moment. Des caractéristiques un peu du l'évolution du climat, les orages stationnaires supercellulaires, etc., durent 3 heures, 4 heures. Voilà, mais ça dure pas une nuit entière. Il peut y avoir des successions d'orages, mais un orage dure quelques dizaines de minutes en général. Voilà. Une question de Stéphane. Je pense que ça dépasse un peu le cadre à la fois de notre expertise et peut-être de la conférence, de demander une conférence dédiée. Vous pouvez expliquer les différents types de paratonnerres. Je sais qu'il y a des passifs et des actifs. Ouais, alors là, bon, je suis pas un spécialiste de ça, je dois l'avouer, mais moi je dirais le principe de base du paratonnerre, c'est l'effet de pointe. Peu importe, c'est topologique, donc que ce soit actif ou passif. Alors après, il peut y avoir peut-être des techniques d'électronique de puissance pour dériver le courant, pour le canaliser. Euh, je ne suis pas certain. On peut peut-être polariser un peu la pointe, mais je sais pas vraiment quel gain on va avoir, sincèrement. Parce que polariser la pointe d'abord, est-ce que ce sera suffisant pour attirer la foudre à cet endroit-là? euh, Vraiment, je vois pas un gain majeur en ce sens-là. Mais c'est à creuser. Voilà, je peux pas en dire plus que ça. C'est à creuser. Mais à première vue comme ça, je vois pas un intérêt majeur de ce type d'un dispositif actif. Mais il doit y en avoir un, s'il existe. Il doit y en avoir un. Une dernière question là. Non, non, il y en a encore deux qui arrivent. Question de fil. Les statistiques des décès et de blessures qu'on avait mentionnées, donc je crois que c'était 10 décès et Ouais. 170 blessés par an. Enfin, 10 décès, ouais, c'est ça. Est-ce que ça prend en compte les effets indirects comme les chutes d'arbres et les chutes de cheminée dont tu parlais juste à l'instant? Euh, je, ah, alors ça, je dois avouer que j'ai pas regardé en détail à ce niveau-là, mais je pense que non. Je pense que c'est vraiment les choses
induite électriquement. Voilà. Les foudroiements. Et que c'est vraiment les décès, les brûlures, parce qu'il y a des brûlures vraiment spectaculaires, où on voit la peau qui est d'un bras, par exemple, qui est tout à fait normale, et puis il y a un gros trou noir au niveau du poignet, et un gros trou noir au niveau de l'épaule. Et le courant a littéralement brûlé l'intérieur du bras. Dont la peau à l'extérieur donne pas de signe particulier, mais le bras est cuit à l'intérieur. Donc ça, c'est des cas extrêmes, évidemment, mais j'aurais tendance à dire c'est plus la mortalité liée, je dirais, au phénomène électrique en lui-même, voilà, pas aux conséquences secondaires. Une question à laquelle on a répondu, je crois que c'est dans tes slides, sur la distance adoptée par rapport à un relief pointu. Donc, je crois que tu avais mentionné à quelle distance d'une crête ou d'un sommet il faut suivre. Tu avais dit 50 à 100 mètres, hein, c'est ça? Oui, 100, 150 mètres à peu près, 50, 100, voilà, une centaine de mètres, on va dire. On va pas, on va garder un chiffre en tête. Il faut une centaine de mètres. De la zone de crête. De toute façon, si vraiment on est dans un orage qui va produire des arcs électriques, on va très très vite entendre dans un premier niveau, on va voir les nuages, on va entendre des grondements, c'est les éclairs d'altitude, donc intra-nuages qui commencent à intervenir. Puis il va y avoir un rapprochement du sol. Là, on va commencer à entendre le fameux bourdonnement des abeilles, qui est déjà un cran au-dessus, qui signifie qu'il y a une ionisation de l'air globale, et donc il y a une possibilité de canaux d'écoulement important. Ensuite, on va peut-être voir les feux de la Saint-Elme, ce qui veut dire que là, on a des effets de pointe qui apparaissent en plus, parce que le champ électrique commence à monter très fort, et là, le risque est vraiment exacerbé et majeur, et en général, c'est suivi quelques secondes après par l'arc principal qui claque, et puis l'affaire est terminée. Voilà. Donc, à une centaine de mètres, on entend bien le bruit des abeilles, et en général, c'est pas le truc qui donne envie d'aller se frotter à ça. Voilà, on sent qu'il y a quelque chose qui est pas normal et il faut prendre ses distances. Oui. Voilà. Sinon, une information de Christian qui dit qu'il y a eu aucune déclaration d'accident à l'assureur FFCAM avec la foudre sur les 10 dernières années. Donc en fait, ça protège d'être assuré au CAF. Apparemment, ça protège de la foudre. Bah, c'est super. Donc Voilà, il une suffit de peut-être campagne de. tendre sa carte du club et la foudre ne tombe pas. C'est fantastique. Ça, c'est bien. C'est une bonne nouvelle. Alors, il y avait une autre question de Stéphane qui disait qui demandait si on pouvait être foudroyé à 10 km d'un orage. Là, je reviens un peu à ce que je disais tout à l'heure. Il y a des types d'éclairs qui, en effet, peuvent se propager très loin de l'orage. Alors, la plupart des éclairs sont des éclairs qui vont de la base du nuage au sol, et ceux-là, ils ont tendance à être sous la base du nuage. Par contre, on peut avoir des éclairs qui partent de plus haut dans le nuage, et ceux-là peuvent aller très loin. Donc oui, on peut être foudroyé à 10 km d'un orage, mais c'est rare parce que C'est rare. ça C'est représente une rare. faible fraction des éclairs, mais ce sont des éclairs très puissants. Donc, c'est un danger, mais statistiquement pas très important, mais qui est pas inexistant. Hmm. Voilà. Mais quand même, bah, la proportion par rapport aux éclairs Oui, standards reste. tout à fait. Voilà, écoute, je pense qu'on arrive un peu au bout du chat. C'est bien, il y avait quand même pas mal de questions. Euh, on va essayer de garder une trace de ces questions parce que je pense que ça peut nous aider à enrichir aussi la Bien présentation. sûr. Ouais, parce qu'il y a quand même pas mal de points très intéressants. Et bah écoute, on en profite pour dire merci à tout le monde. Eh ben, merci à tout 2 heures avec l'auditoire, nous. Ouais. aux belles questions qui ont été posées. Merci Monique, que je vois là, du comité. Et bah écoutez, c'est un plaisir de parler de ce sujet. Je voudrais juste donner juste un petit commentaire, c'est que pour les gens qui veulent un peu creuser la chose, sur le site du comité scientifique, on a on a mis en ligne aussi une copie de la montagne alpiniste de 1995, le numéro 1 1995, qui est la plaquette qui avait été réalisée à l'époque sur les accidents de la foudre en montagne, conduite à tenir et prévention, et qui avait été rédigée par le docteur Jean-Pierre Herry de l'ENSA, hein, et qui est aussi membre du comité scientifique.
il connaît certainement bien Alice. Et donc cette plaquette, vous pouvez l'avoir sous une forme PDF. Si vous le souhaitez, vous pouvez toujours me contacter et je vous l'enverrai très volontiers. Voilà. Et même si elle date maintenant, elle a 30 ans, sur certains sujets, elle garde toute sa fraîcheur. Voilà. On pourrait d'ailleurs la mettre à jour, hein, ce serait peut-être pas une Voilà. mauvaise. Voilà. Donc voilà, donc vous avez la possibilité de d'avoir les détails d'un grand médecin de la montagne. Très bien, bah merci à tout le monde, hein, merci beaucoup d'être resté avec nous pendant presque 1h45, et puis bah, bonne soirée. Bonne soirée à tous!